Donc l'objectif de Moneco, c'était principalement pour les Africains qui venaient s'installer en Europe. On constatait qu'il y avait deux problèmes principaux. Le premier, c'était l'ouverture d'un compte qui demande pas mal de documents. Et le deuxième, c'était les renvois d'argent en Afrique. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une banque où en fait l'ouverture de compte très simple, ça pourrait répondre à tous les besoins lorsqu'on est en Europe, et également renvoyer de l'argent en Afrique. On dit ou on dit pas? On dit ou on dit pas? On dit ou dit pas? Je vais juste faire le geste. Alors c'est qui? Moi, j'ai rien dit en tout cas. Il a rien dit, c'est moi dit. qui l'ai dit, effectivement. On va applaudir chaleureusement notre cher Bilal Dalab. Il est né, il a grandi à Genève d'un papa algérien. Il est diplômé de la HEC Saint-Gallen, c'est bien ça. Vous avez travaillé pour diverses banques dans la technologie ainsi qu'au Boston Consulting Group en Afrique francophone. Vous avez ensuite monté la première néobanque pour la diaspora africaine en Europe qui se nomme Moneco. La start-up a été acceptée à l'accélérateur de start-up e-Combinator, donc l'un des plus grands incubateurs donc, à la Silicon Valley. Et l'application compte près de 200 000 téléchargements, à peu près 6 mois après son lancement, et ça, bravo, 200 000. Donc, si tout le monde donne 1 euro, c'est 200 000 euros sur le compte bancaire. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Alors, je vous en prie, bienvenue à vous, bienvenue chérie Pat. Merci beaucoup. Alors, on a plein de questions à vous poser, Bilal. Alors, première question, Moneco, c'est quoi exactement? Pour nous qui sommes ici devant vous, c'est quoi Moneco le plus simplement possible? Donc l'objectif de Moneco, c'était principalement pour les Africains qui venaient s'installer en Europe. On constatait qu'il y avait deux problèmes principaux. Le premier, c'était l'ouverture d'un compte qui demande pas mal de documents. Et le deuxième, c'était les renvois d'argent en Afrique. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une banque où en fait l'ouverture de compte très simple, ça pourrait répondre à tous les besoins lorsqu'on est en Europe, et également renvoyer de l'argent en Afrique. Donc aujourd'hui, l'offre, c'est un compte courant avec un IBAN français, une carte Visa, la possibilité de faire des virements en Europe et également de pouvoir renvoyer de l'argent en Afrique francophone. Et tout ça accessible avec un passeport. D'accord. Mais c'est quand même étonnant, c'est-à-dire que je suis originaire, on va dire, du Togo, et j'arrive en France, papier ou sans papier, peu importe, et je suis en France, en principe, si j'ai mes papiers, etc., je peux ouvrir facilement un compte bancaire. Pourquoi créer quelque chose pour ces gens qui devraient avoir accès aussi facilement à la banque? D'un point de vue légal, en fait, avoir un compte bancaire, c'est un droit basique. C'est presque comme avoir accès à l'éducation ou à la santé ou à un logement. Par contre, en fait, les banques vont avoir différents systèmes de risque dans l'évaluation de l'entrée en relation des utilisateurs. Et malheureusement, les populations d'origine africaine scorent un petit peu moins bien que d'autres origines, on va dire. Donc, les banques, en fait, elles vont demander pas mal de justificatifs. Le plus commun, ça va être un titre de séjour, un justificatif de revenu et un justificatif de domicile. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver en Europe, généralement, il n'a pas forcément accès à tous ces documents, notamment le titre de séjour. Il va falloir faire les démarches avec la préfecture. Et en fait, dans beaucoup de pays en Europe, sans compte bancaire, on ne peut pas avoir de numéro de téléphone, on ne va pas pouvoir souscrire une assurance, on ne peut pas commencer à chercher un logement. Donc, il faut bien, en fait, 4 à 6 semaines juste pour obtenir son compte bancaire et ensuite pouvoir s'installer en France. Donc, nous, on s'est dit, ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Et en fait, également, la partie transfert d'argent vers l'Afrique, au moment où on pensait à ça, les Sendwave et TapTapSend, ils n'étaient pas encore arrivés. Maintenant, ça a un petit peu changé cet écosystème, mais peut-être qu'on pourra en parler par la suite aussi. Ouais. Bien sûr. Alors, je reviens quand même, il y a un point que vous le dites, c'est-à-dire que dans une banque, il y a du scoring, c'est-à-dire que si je suis Aïssatou, donc avec l'accent américain, ce n'est pas la même chose que Aïssatou du Mali. Malheureusement, pas pour la majorité des banques, ça ne sera pas pareil. D'accord. Donc, allez, let's go. I'm Aïssatou from United States of America. Dans ce cas-là, avec un passeport, on ouvre. Autrement, il va falloir tous les justificatifs en plus. Ouais. Très bien. Il y avait d'ailleurs peut-être une petite histoire qui est assez intéressante, je trouve, c'est l'histoire de Nickel. J'imagine que vous connaissez tous le compte Nickel. Oui. Je ne sais pas si vous savez, mais historiquement, Nickel, en fait, c'était pas du tout une banque destinée aux Africains. C'était une banque destinée aux interdits bancaires. Donc tous les gens qui avaient des problèmes de créances, qui étaient endettés, en fait, plus aucune banque ne voulait leur ouvrir de compte parce qu'auprès de la banque centrale, vous avez une sorte de record sur chaque individu. Et donc en fait, Nickel, à la base, c'était destiné pour eux. Et en fait, c'est ça qui est presque totalement ironique. On a mis les Africains qui arrivent en Europe au même niveau que des interdits bancaires alors qu'on les connaît même pas. Okay.
Donc c'est très très clair. Et pour le coup, bon, je suppose qu'il n'y a pas de possibilité de se retourner contre l'État, contre les banques, etc. Très compliqué et aucun intérêt même. Donc aujourd'hui, vous, votre cible principale, donc ce sont les Africains qui arrivent qui arrivent en Europe et qui n'ont pas forcément tous les papiers, tous les justificatifs pour pouvoir prétendre à une ouverture de banque, une ouverture de compte bancaire dans une banque classique. Exact. Donc en fait, on va avoir deux segments. Il va y avoir le flux migratoire. Donc la migration africaine vers l'Europe, c'est environ 1 million de personnes par année. Ça prend également en compte les arrivées clandestines, on va dire. Donc tous ces gens-là, ça va être une partie de la cible, parce que c'est des gens qui s'installent en Europe et qui vont avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire. L'autre partie, c'est le stock, donc la diaspora déjà établie. Environ 22 millions de personnes d'origine africaine vivent en Europe. Et donc eux, on pouvait aussi les servir avec des produits un peu plus comme les transferts d'argent vers l'Afrique, où là, ils pourraient avoir tout au sein du même écosystème. D'accord, très bien. Donc juste pour une question, il y a peut-être des étudiants qui sont ici, donc qui viennent du continent africain. Je suppose que c'est une cible principale pour vous, à savoir, ils viennent en France, ils n'ont pas forcément tous les justificatifs, donc difficile d'ouvrir un compte bancaire. Est-ce que pour vous en avez beaucoup d'étudiants? Tout à fait. Alors les étudiants, c'est une cible, ça va être un petit peu plus particulier parce qu'en fait, les étudiants, ils vont également avoir un besoin assez important pour envoyer de l'argent d'Afrique à Europe, de l'argent qui va venir de la part des parents. Ce type de corridor, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé jusqu'à présent. Nous, on travaille surtout sur les envois nord-sud et moins sud-nord. Donc, ils peuvent également ouvrir des comptes. Par contre, ils ne pourront pas recevoir de virement SWIFT. Donc, pour nous, ce n'était pas forcément le cœur de la cible. D'accord. Ouais, et en fait, quelque chose aussi qui est un petit peu sous-estimé. Dans les arrivées migratoires, on pense souvent aux étudiants, mais ça représente environ 20% du flux. Ensuite, on va avoir environ 50% qui va être des travailleurs, 50 à 60%. Et ensuite, ce qui reste, ça va être un petit peu des personnes un peu plus âgées, des femmes au foyer, des enfants. Voilà, ça va être... Donc en gros, la cible principale, ce sont les salariés qui arrivent en Europe et qui ont besoin rapidement d'avoir un compte bancaire. Exactement. Très bien. Et qu'en est-il de la diaspora? Donc la diaspora qui est déjà là, qui est finalement peut-être a accès donc, au système bancaire. Pourquoi devrait-elle aller vers Monaco? Alors nous, de base, en fait, la diaspora, ce qu'on s'était dit, c'était principalement pour l'offre de transfert d'argent, donc pouvoir envoyer de l'argent en Afrique. Là également, où est-ce qu'on aimerait aller petit à petit, on commence, on va dire, à mettre un petit peu un pied dedans aussi. Notre vision, en fait, des transferts d'argent vers l'Afrique, si vous regardez, en fait, au cours des 20-30 dernières années, en fait, tous les acteurs ont essayé d'envoyer de l'argent vers l'Afrique de la même manière. Comment envoyer de l'argent plus rapidement et comment le faire moins cher. Aujourd'hui, les meilleurs acteurs sur des bons corridors, ils peuvent envoyer de l'argent quasiment en instantané pour un montant gratuit. Par contre, il y a toujours deux problématiques qui n'ont pas été résolues une fois que l'argent arrive en Afrique. La première problématique, c'est qu'en fonction du pays de destination, donc ça, ce n'est pas le cas pour la zone CFA, mais pour beaucoup d'autres pays, l'argent il va être converti en devise africaine et donc il va être sujet à l'inflation. Donc là, ça veut dire que si on reçoit de l'argent de l'étranger, il faut le dépenser le plus rapidement possible, autrement, il va commencer à perdre en valeur. La deuxième problématique, c'est qu'une fois que l'argent arrive en Afrique, en fait, il va être converti en devise locale. Et une fois qu'il est converti en devise locale, ça devient beaucoup plus difficile de l'utiliser à l'international. Donc nous, en fait, la manière dont on commence un peu plus à voir le marché en fait, des transferts d'argent, c'est au lieu d'avoir des corridors qui communiquent bien, nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est avoir les gens sur une même plateforme. Et qu'en fait, par exemple, demain, quand vous enverrez de l'argent à un proche en Afrique, pour lui, ça sera comme si vous lui avez fait un Lydia. Donc ça sera instantané dans tous les sens. Et lui, en fait, cet argent, il le recevra en euros, il pourra le convertir en devise locale, l'utiliser en local ou à l'international. Nous, c'est un petit peu comme ça notre vision. D'accord, très bien. Donc, pour récapituler un petit peu, Bilal, alors vous avez créé Monaco parce que vous avez vu qu'il y avait plusieurs problèmes. Donc, on rappelle les problèmes principaux. Ce sont... Alors, pour la diaspora, ça va principalement être l'ouverture de compte lorsqu'on arrive. Il y avait la partie transfert d'argent qui, maintenant, va de mieux en mieux. Par contre, nous, l'objectif aussi... En Afrique, l'objectif principal pour nous, c'était de faire travailler sur l'inclusion financière. Peut-être aussi pour faire une petite parenthèse là-dessus, l'inclusion financière, c'est souvent un mot qu'on entend de manière générale, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on sait juste qu'il faut que ça augmente, mais on ne connaît pas vraiment les conséquences ou bien les problèmes que ça cause. Le souci, en fait, c'est qu'aujourd'hui, une économie, pour tous les pays, ça va être un échange de biens et de services. Aujourd'hui, on est dans un monde digital, on ne se donne plus de l'argent en cash. Donc, si moi, par exemple, le meilleur fournisseur, il est en Chine, ou s'il est dans un pays voisin, ou ainsi de suite, il faut que je sois en mesure de le payer, ou il faut que je sois en mesure d'accepter son paiement. Le problème, en fait, en Afrique, c'est que vu que beaucoup de gens ne sont pas encore bancarisés ou ils sont dans des systèmes, on va dire, un petit peu vétustes, qui ont beaucoup de limitations, en fait, ça les freine sur toute la partie trade et tout ce qui va être commerce. Et en fait, ça va être un élément qui va vraiment pénaliser l'Afrique dans son développement. Donc nous, le end goal, c'est vraiment plutôt d'améliorer l'inclusion financière en Afrique et de permettre aux gens de faire des transactions à l'international comme ils le souhaitent.
Alors, c'est très intéressant et c'est très important. Alors, je suis membre de la diaspora, je souhaite avoir un compte, je fais mes navettes entre la France et donc le continent africain. Donc, il serait intéressant pour moi d'avoir un compte Moneco que je pourrais utiliser aussi bien localement que lorsque j'arrive en France. Alors le compte Moneco, il va marcher un peu partout, il va marcher partout en Afrique comme une carte Visa. On sera certainement, on sera aligné sur un Revolut ou sur un autre prix. On ne sera pas forcément 100% gratuit à ce stade, parce que là, on vient de démarrer en fait. Je ne vais pas rentrer dans toute la partie infrastructure technique, mais c'est assez compliqué si vous voulez avoir des cartes gratuites dans tous les pays. C'est ce qu'a fait Revolut et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ce qui pourrait être intéressant sur Moneco, par exemple, là, actuellement, j'ai un ami au Sénégal, il utilise son compte Moneco lorsqu'il est en France, et là, en fait, au Sénégal, il l'utilise juste pour alimenter son wallet Orange Money. Donc, d'une certaine manière, en fait, lui, c'est comme ça qu'il l'utilise. D'accord, très bien. Et finalement, c'est quoi votre avantage concurrentiel? Parce que vous parlez de Revolut, vous parlez de Nickel, vous parlez de personnes qui font du transfert d'argent. Vous avez quand même été incubé à la Silicon Valley. Pourquoi ils vous ont pris et qu'est-ce que vous leur avez vendu, entre guillemets? Alors c'est une très bonne question. On leur avait posé la question après avoir été pris. Pourquoi peut-être pour donner aussi du contexte. Je ne sais pas si tout le monde connaît Y Combinator. C'est un incubateur assez sélectif en Silicon Valley. Lorsqu'on y était, il y avait eu 19 000 startups qui avaient postulé. Le taux d'acceptation, c'était 1,23%. Et la majorité des startups acceptées, c'est à la troisième ou quatrième tentative. Nous, on était super contents parce qu'en fait, c'était notre première candidature. On n'avait encore rien du tout. On a été accepté sur Slide. Donc on avait été assez surpris. Et en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est la première chose qui leur avait plu, c'était le problème qu'on essayait d'adresser. Eux, ils acceptent tout type de start-up qui sont prometteuses, mais parfois ça va être des choses autour du gaming ou autour des réseaux sociaux, donc on va dire ça va pas être un problème fondamental dans des développements. Nous, ils nous ont dit que c'était ça qui leur avait plu. Le deuxième élément, c'était la solution, comment est-ce qu'on voulait adresser ce souci. Et le troisième, c'était l'équipe. Parce que moi, en fait, je suis d'origine algérienne, je suis né, j'ai grandi en Suisse, j'ai vécu au Maroc, c'est là-bas que j'étais au Boston Consulting Group, j'ai travaillé après dans différents pays en Afrique, un peu partout en Afrique francophone et beaucoup de bancaires. Mais un de mes associés, en fait, lui, il est béninois, moitié béninois, moitié ghanéen, il a vécu au Sénégal à pas mal d'endroits. Et le troisième, il vient de Madagascar, et lui, il est né, il a grandi à Madagascar, et il est venu en France. Donc nous, on avait un petit peu, la vue un petit peu holistique du problème, où moi, c'était la seconde génération de la diaspora. Il y en a un, il a connu les difficultés migratoires, et l'autre, c'est celui qui est toujours en Afrique et qui voit comment ça se développe. D'accord, très bien. Alors, vous avez fait une levée de fonds aussi, donc, que vous avez réussi brillamment. Combien de millions? Malheureusement, il faut parler au singulier. Un seul. Un seul million. Ouais, mais c'est déjà ça. C'est plusieurs millions en francs CFA, n'est-ce pas? Nous, on parle en CFA ici. Non, en CFA. Alors en CFA, c'était... Donc, Moneco, il y a le CFA dedans. Il y a des transferts CFA, mais pour le moment, on ne peut pas encore convertir de CFA à euros. D'accord. Mais on a l'habitude en même temps. Donc 655 000, exactement. Exactement. Alors, comme je le disais, oui, donc 1 million d'euros donc, qui ont été levés donc, tout récemment. Alors non, ça c'était lorsqu'on était chez Y Combinator il y a 2 ans. Exactement, en 2022. C'est tout récent, vous n'avez pas tout utilisé quand même. Ah, ça part vite. et donc, vous avez réussi à lever 1 million d'euros. Et quels sont les points d'évolution? C'est-à-dire que là, vous nous avez présenté quelque chose de très bien, qui nous convient pour beaucoup, mais quels sont les points d'évolution? Comment, dans 2-3 ans, comment sera Moneco? Alors, c'est 1 million. Nous, lorsqu'on est rentré chez Y Combinator, on avait juste un concept dans la tête. Après, vu qu'on avait quand même fait des bonnes études de marché, on avait fait des analyses, on avait un Excel, on avait un business model, on avait des slides, on savait quels allaient être les partenaires, quels étaient les besoins réglementaires, ainsi de suite. Donc, on va dire qu'on savait plus ou moins ce qu'il fallait faire, il manquait plus que l'argent. Donc, c'est là malheureusement où, en fait, la grosse difficulté, je dirais, pour nous dans cet exercice, ça avait été de trouver un partenaire bancaire dans un premier temps. Parce qu'en fait, pour offrir des services bancaires en Europe, il faut passer par une banque partenaire. Si vous allez chez un régulateur demain, vous dites voilà, j'ai une super idée, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est impossible qu'il vous donne une licence parce qu'il ne sait pas qui vous êtes et il faut que vous ayez comme un petit peu un track record. Mais pour le coup, on peut essayer de détailler un petit peu, c'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez les slides, vous avez tout, entre guillemets, maintenant il faut passer à l'acte. Donc la première étape, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de trouver un partenaire bancaire qui va vous accompagner. Oui, alors nous en fait... Le régulateur, c'est s'adresser au régulateur, c'est quoi exactement? Alors pour une néobanque, la première étape en fait, ça va être de trouver un partenaire bancaire qui va être d'accord de vous accompagner dans ce projet. Ensuite, vous allez commencer les intégrations, vous allez faire pas mal d'éléments un petit peu légaux. Est-ce que ça a été simple quand vous dites que vous vous adressez à la diaspora, aux Africains? Est-ce que les banques françaises, européennes vous ont ouvert les bras facilement? Non, sincèrement, ça a été très dur. Je pense qu'on avait dû échanger avec peut-être une quarantaine de banques partout en Europe. On a eu peut-être 2-3 qui ont été d'accord. Une banque en Lituanie, une banque en Bulgarie, une en France aussi également. Mais
On a eu de la chance, on va dire, mais non, sincèrement, c'était très très difficile. En fait, ils sont d'accord de faire quelque chose pour la diaspora, mais ils vont vous mettre plus ou moins les mêmes contraintes que les banques standards. Donc ça veut dire, je veux tel document à l'entrée en relation, ce type d'activité, je ne les veux pas, ça va, ça. Et ensuite, ils vont également vous mettre un pricing assez élevé parce qu'ils vont vous dire, ça pour moi, ça va être le prix du risque. Donc en fait, au final, vous allez vous en sortir avec une offre qui n'est pas compétitive et qui est chère. Donc sincèrement, trouver un partenaire bancaire en Europe pour la diaspora, c'est pas facile, selon moi. Facile. Enfin, en tout cas, pour nous, ça ne l'a pas été. En tout cas, ça n'a pas été. Ouais. D'accord, donc première étape, donc trouver un partenaire, vous l'avez trouvé, donc c'est Natixis, je crois. Ouais, exactement. Enfin, Natixis, c'est le groupe BPCE, c'est la filiale technologique du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. D'accord. Donc vous avez trouvé votre partenaire, donc finalement, ensuite. Donc on trouve le partenaire. Nous, malheureusement, en fait, on a dû recommencer 3 fois cet exercice. Les 1 million, c'est pour ça que je dis qu'il va. Oui, j'imagine. Parce qu'en fait, au début, voilà, c'est ça un petit peu la différence aussi avant. Moi, j'étais consultant, où on est consultant et puis on a le plan. Et après, la réalité où il y a toute l'implémentation, il y a des imprévus chaque semaine, en fait. Et donc, en fait, nous, le premier partenaire bancaire, il a eu des gros problèmes réglementaires avec sa banque centrale. Donc, tout notre projet est tombé à l'eau. Ensuite, on est parti avec une deuxième banque en Belgique. Il y a également eu des soucis. Donc là, on a quasiment perdu 1 an. Et pendant 1 an, on a eu des frais d'intégration, on a dû payer des salaires, ainsi de suite. Finalement, avec le troisième partenaire, ça a fonctionné. Donc là, dès qu'on rencontre le partenaire, on explique plus ou moins ce qu'on a envie, quels seront les use cases. Là, on va définir un petit peu quelle sera la base légale. Une fois qu'on sait exactement ce qu'on va faire, on va soumettre un dossier au régulateur. Donc en France, c'est l'ACPR. L'ACPR ensuite va prendre quelques semaines, enfin quelques mois plutôt pour valider le projet. Il y a un petit peu des allers-retours, des questions. Et une fois que l'ACPR donne le go, on peut commencer la partie commercialisation. D'accord, donc c'est comme un long parcours. C'est comme assez long, oui. Après, pendant tout ce temps, nous, ce qu'on faisait aussi, il y avait toute la partie technologique en fait qui était en train de se mettre en place, plus la partie légale, et en parallèle, sur la partie business, on avait déjà constitué une waiting list, on commençait à échanger un petit peu avec des gens, on essayait de faire un petit peu croître notre visibilité sur les réseaux sociaux. Comme ça, voilà, le jour où on démarre, on a une base un petit peu déjà qui est prête à utiliser le service et on ne démarre pas de zéro, donc c'est une façon un petit peu de rattraper le temps. Bien sûr, et c'est ce qui a fait qu'en seulement 6 mois, vous avez eu 200 000 utilisateurs. Téléchargements. Malheureusement, entre téléchargements, c'est vrai qu'il y a une grosse il y a différence. toujours un drop sur chaque étape. Mais c'est pas mal déjà, 200 000, 200 000, c'est pas mal. Téléchargements, donc finalement, combien d'utilisateurs donc près, ensuite, moyen je pourrais pas rentrer dans tous les détails exacts, mais donc on a eu 200 000, à peu près 200 000 téléchargements, 120 000 inscriptions. Ensuite, des gens qui ont validé le compte, dizaines de milliers, et des gens qui nous utilisent régulièrement. Actuellement, c'est plusieurs milliers. D'accord. En 6 mois, c'est oui, c'est bien. Correct. Est-ce que vous considérez que c'est bien? Est-ce que vous vous attendiez à plus au vu de la problématique, au vu des... Alors en fait, là où on a été surpris, sur le nombre de téléchargements, on était très content. Ça, c'était clairement au-dessus des attentes. Moi, je m'attendais plutôt à 25-30 000 sur les 6 premiers mois. Donc, on a fait 4 fois plus. Par contre, là où en fait, on a eu un gros drop, et c'est là où on ne se rend pas trop compte au départ, c'est comment est-ce qu'on convertit quelqu'un qui télécharge l'utilisation à quelqu'un qui va l'utiliser très régulièrement. Donc, nous, c'est là où en fait, on a eu une bonne perte. Donc là, il y a beaucoup de choses en fait, où on fait notre maximum pour l'améliorer. Donc là, le téléchargement total a été très bon. La conversion, c'est absolument ce qu'il faut qu'on améliore. Par contre, une fois que les gens utilisent le compte, le taux de rétention est excellent et les utilisateurs génèrent aussi un petit peu d'argent. Ils utilisent notre carte, ils font les transactions. Donc en fait, nous, je pense qu'actuellement, il y a une étape qu'il faut vraiment qu'on améliore, c'est la conversion, parce que les téléchargements et l'utilisation est très bonne. Mais pour le coup, c'est un peu problématique. C'est-à-dire que les gens téléchargent l'application et finalement, ils ne vont pas plus loin parce qu'ils se disent que ça ne répond pas peut-être à leurs attentes, à leurs besoins. C'est quoi finalement le problème? En fait, il va y avoir beaucoup d'éléments assez complexes à expliquer. Le premier, en fait, c'est qu'on est obligé de faire une sorte de scoring digital sur les utilisateurs. Ça, malheureusement, c'est imposé par notre banque. C'est-à-dire, c'est quoi le scoring? C'est-à-dire que je télécharge l'application, je veux l'utiliser, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des informations qui me sont demandées? Alors, en fait, vous n'allez rien voir, mais en fait, malheureusement, on a eu des grosses vagues de fraudeurs sur Monaco. En plus, ce qui m'a le plus attristé, c'était que des Africains. Et j'étais là, ils pourraient au moins faire ça dans les autres banque. Mais ouais, non, franchement. Et donc, malheureusement, on a eu beaucoup de fraudeurs qui venaient chez nous dû à la facilité d'ouvrir des comptes, les transferts, la possibilité de renvoyer l'argent en Afrique, ainsi de suite. Donc, en fait, malheureusement, on a dû créer des règles qui ne se voient pas pour les utilisateurs, mais qu'on a été obligé d'implémenter. Donc, c'est un scoring digital où, en fait, avec l'adresse email et le numéro de téléphone, on va aller en fait sonder pas mal de bases de données. On va aller voir, OK, est-ce que l'adresse email vient d'être créée ou est-ce qu'elle a un peu d'historique? Quand est-ce que le numéro de téléphone a été émis? Est-ce que c'est un prepaid? Est-ce que c'est un abonnement? Parce qu'en fait, les fraudeurs, ce qu'ils vont faire, ça va toujours être pareil. C'est je crée un nouvel email, je crée un nouveau numéro de téléphone et je commence à scammer des gens sur Internet. Et dès que je reçois l'argent, je renvoie l'argent en Afrique. Et une fois que l'argent est en Afrique, on lui dit au revoir.
Est-ce que le faux Brad Pitt était chez Monaco? Ah, le faux Brad Pitt, certainement. Je pense qu'on en a eu beaucoup, ouais, certainement. Non, mais c'est celui dont on parle, là, de 830 000 euros. Avez-vous vu un transfert? Non. Okay, non, on ne sait jamais. Ouais, je pense qu'on a eu des équivalents, mais peut-être pas celui-ci. Ouais. Pas celui-ci. Alors, très bien. Donc, vous l'avez dit, encore une fois, pour nous qui sommes là, qui sont entrepreneurs de la diaspora, comment vous allez nous vendre votre produit? Pourquoi moi, qui suis ici, qui souhaite m'installer peut-être sur le continent africain, mais peut-être pas maintenant, qui travaille avec le continent africain, qui a peut-être une ou deux personnes, un ou deux employés, pourquoi je devrais utiliser Monaco? Ouais. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, pour être 100% transparent, je pense que quelqu'un qui est en France depuis 10-15 ans, il n'a pas forcément besoin d'utiliser Monaco en africain. Ça va plutôt être intéressant pour quelqu'un qui vient s'installer. Par contre, là où on aimerait aller, après il y aura d'autres services qu'on aimerait sortir pour la diaspora. Par exemple, un des services qui nous intéresse beaucoup, ça serait les tontines. Donc ça, voilà, ça aussi, d'un point de vue technique, c'est assez simple. On sait que ça plairait à beaucoup de monde. Malheureusement, d'un point de vue légal, c'est très difficile à sortir parce que il peut y avoir des circuits de blanchiment d'argent. Donc les tontines typiques, c'est quelque chose qu'on aimerait bien sortir. On espère qu'on en sera capable prochainement. Un autre service qui nous plairait beaucoup également pour la diaspora, ça serait aider la diaspora à acheter des résidences secondaires dans le pays d'origine. Donc là, typiquement, il y a beaucoup de Marocains, ou je connais un petit peu moins pour l'Afrique subsaharienne, mais j'imagine que c'est pareil. Beaucoup de gens, ils aimeraient bien avoir une maison pour quand ils rentrent l'été ou même pour la retraite. D'accord. Mais quel est le lien avec Monaco, par exemple? C'est-à-dire que je suis ici en France et je souhaite m'acheter une résidence secondaire. Alors justement, ça, c'est des services qu'on aimerait bien sortir pour la diaspora par la suite. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Monaco, on va dire que par rapport à la diaspora, c'est un petit peu plus destiné aux flux migratoires. Non, c'est un de vos projets. Oui. Mais qu'est-ce que vous proposeriez? C'est-à-dire que je suis en France, je souhaite acheter une résidence secondaire. Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer pour me faciliter? Bien sûr. Donc, là, par exemple, on a commencé à échanger sur le sujet avec une banque au Sénégal qui est très intéressée à sortir ce service peut-être avec nous, j'espère. D'accord, vous auriez un partenaire local. Exactement. Et donc, qui nous permettrait de faciliter l'envoi de exact. l'argent. En gros, le partenaire, ce qu'il veut en Afrique, c'est lui, il est prêt à débloquer des lignes de crédit pour la diaspora. La diaspora aussi, on va dire que ça va être une cible un petit peu plus sécurisée. Par contre, il faudra tout de même faire un petit peu de crédit scoring. Donc, ce que le partenaire bancaire en Afrique va nous demander, ça va être d'onboarder la diaspora en France. Peut-être la bancariser pendant 6, 7, 8 mois. Ensuite, à la fin, moi, je vais dire, OK, elle a un bon salaire. Chaque mois, elle met tant de côté. Elle a l'air legit. Donc, on peut lui faire un prêt. Et ensuite, moi, l'avantage aussi, c'est que Monaco, on est en train de développer cette expertise sur les transferts d'argent vers l'Afrique. Donc, ça facilitera aussi après pour envoyer de l'argent et rembourser les hypothèques. D'accord. Alors, il y a une question, il y a une problématique qui est très importante, à savoir, je suis sur le continent africain. Donc, il y a certainement plein de personnes qui nous regardent et qui sont sur le continent africain et qui souhaitent éventuellement acheter des produits en France, en Europe, mais malheureusement, ils n'ont pas la carte adéquate pour. Exactement. Alors, ceux en Côte d'Ivoire, il y a Jamo, j'imagine que tu les connais, ouais. Jamo, super fort, très très fort. D'ailleurs, quelque chose à souligner aussi, l'Afrique subsaharienne, d'un point de vue fintech, ils ont quand même la chance d'être dans un environnement légal un petit peu plus flexible. Les cryptos sont autorisés. Il y a eu pas mal d'initiatives pour les fintechs. Il y a aussi des très bonnes banques. Quand je pense à Ecobank ou Orabank, c'est des banques qui sont pas mal du tout. Donc Afrique de l'Ouest, je pense qu'il commence un petit peu à avoir des solutions. D'ailleurs, les cartes fonctionnent aussi à l'international. Le problème, ça va plutôt être les limites ou les délais. Mais donc nous, exactement, là, en fait, où est-ce qu'on aimerait aller, ça revient un petit peu au sujet initial, où en fait, pour développer l'Afrique, il faut lui permettre de faire des transferts cross-border. Nous, en fait, là où on aimerait aller un jour, ça serait dire quelqu'un qui, quel que soit le pays dans lequel tu es, tu es éligible à ouvrir un compte chez nous, et même, ok, tu nous dis, je veux 100 €. Ok, alors je dis, donne-moi l'équivalent dans ta devise, et puis moi, l'objectif, c'est dans les 24 heures, j'arrive à te trouver 100 €. Et ça... Mais c'est très important, c'est-à-dire que je suis Aïssatou, je suis en France, je vends des produits donc à une personne qui se trouve sur le continent africain. Comment je fais pour récupérer son argent? Bien sûr, ouais, c'est ça. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un compte en Afrique. Ensuite, dès que tu veux rapatrier les comptes de l'Afrique à l'Europe, c'est assez compliqué. Donc l'objectif, c'est de permettre à cette personne en Afrique de te renvoyer de l'argent en Europe. Ça, le problème en fait là-dessus, ça va être que les banques centrales en Afrique, en fait, elles manquent de devises étrangères. Et en fait, elles vont garder ces devises pour tout ce qui va être essentiel. Donc, par exemple, ça va être l'import de matériel médical, l'import d'électroménager, ce type de choses. Mais l'Africain standard qui dit « moi, je veux partir en vacances, je sais pas où et j'ai besoin de devises », la Banque centrale, elle va dire « c'est pas la priorité. Quand on aura un peu de devises, tu vas pouvoir l'avoir ». Donc, c'est pour ça que les délais sont assez longs. Par contre, là où, en fait, nous, on aimerait aller, c'est là que c'est intéressant, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises le font, les Sendwave et TapTapSend, ils vont faire on appelle ça de la compensation. Donc, en fait, l'argent que beaucoup de gens envoient en Afrique, en fait, il va jamais en Afrique. C'est juste, on va trouver une entreprise en Afrique qui va nous dire, OK,
J'ai besoin de 1 million d'euros sur un compte en France. Une boîte de transfert d'argent dit OK, elle va contacter la diaspora. Dès qu'elle collecte ce million, elle le met sur le compte de l'entreprise en Afrique, de l'entreprise africaine en France. Et après, cette entreprise, elle va fournir des liquidités en Afrique et ces liquidités vont être données aux familles de la diaspora. Le schéma était peut-être pas très clair. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est clair, Si. vous avez compris? Ok. Ok, c'est très clair. D'accord, très bien. Alors, pour le coup, autre question, forcément. Je suis une personne de la diaspora, j'ai peut-être des difficultés voilà, avec ma banque classique, hein, effectivement. Donc aujourd'hui, vous pouvez le dire, c'est-à-dire que si il me manque certaines choses, etc., je peux éventuellement ouvrir un compte chez Moneco? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, on a aussi beaucoup de gens qui quittent leur banque et qui viennent chez nous. Il y en a pas mal d'ailleurs, ouais, qui quittent Nickel. Pourquoi ils quittent leur banque et pourquoi ils viennent chez vous? Il y en a, leur compte est clôturé. D'accord. Donc ils viennent chez nous. Moi, par exemple, j'ai une cousine qui a commencé à faire des travaux dans son appartement. Et la banque a commencé à avoir un peu peur parce qu'il y avait de l'argent qui commençait à transiter un peu. Malgré le fait qu'elle ait donné toutes les factures, ils ont dit OK, on vous croit, mais on va quand même clôturer le compte. Donc voilà, il y a des gens dont le compte a été clôturé, ils peuvent venir chez nous. D'autres gens aussi, maintenant, il y a un petit peu cette tendance à la multibancarisation. Aujourd'hui, on a tous un compte, je sais pas, peut-être un compte chez Revolut, chez Bourso, chez LCL ou ainsi de suite. Donc on a aussi des gens qui sont multibancarisés. Et après, il y a aussi des gens, juste, c'est l'état d'esprit qui leur plaît bien et puis ils ont envie de venir chez nous. D'accord. Et quels sont les frais? Donc ça coûte d'être... Alors les frais sont très compétitifs. L'ouverture de compte est gratuite, il n'y a pas de frais de tenue de compte. La carte, elle va coûter 20 € à l'achat, la virtuelle 5 €. Ensuite, elle fonctionne sans contact. Vous pouvez l'utiliser sur Apple Pay ou bien Google Pay. Et ensuite, donc, la carte coûte 1,50 € par mois et toutes les transactions en Europe sont gratuites. Excusez-moi, maintenant les virements, on les a fait passer à 25 centimes. D'accord, très bien. En Europe? En Europe, ouais. D'accord, très bien. Et donc, à travers, on rappelle, je peux faire du transfert d'argent avec l'application Moneco? Exactement, dans toute l'Afrique francophone, à part l'Algérie. D'accord. Votre pays. Parce que l'Algérie, c'est encore un cas. On va éviter. Donc, ça veut dire que j'ai l'application donc Moneco, je suis cliente Moneco, donc j'ai la possibilité de faire virer mon salaire, recevoir des fonds et en même temps faire du transfert d'argent vers le continent Exactement. africain. Ouais. Et les transferts vers l'Afrique sont assez efficients, ils sont quasiment instantanés. Au niveau des frais, on est un poil plus cher que TapTapSend, on coûte 1% de plus sur la zone CFA. Par contre, sur d'autres corridors, comme par exemple Madagascar ou la Tunisie, on est même moins cher qu'eux. D'accord, très bien, très bien. Très bien. Alors, pour le coup, on va peut-être passer aux questions-réponses. On va donner la parole aussi à nos spectateurs. Est-ce qu'on a un troisième micro éventuellement? Moi, j'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure que vous êtes allé contacter des banques en Bulgarie et je crois que c'est Lituanie, le deuxième. Je voulais savoir un petit peu si vous pouvez partager votre expérience par rapport à ces deux pays, parce que ce n'est pas forcément des pays auxquels on pense pour faire du business ou rencontrer. Voilà. Merci. Ouais. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, d'un point de vue service financier, toute la zone CEPA, elle est assez uniformisée. Que vous ayez un compte en Espagne, en Lituanie ou en France, ça revient quasiment au même. Lorsqu'on se fait des virements en Europe, on va tous être sur le même réseau qui s'appelle le réseau CEPA, dont les virements instantanés. Donc en fait, qu'on se fasse un virement de France à France ou de France à Bulgarie, en fait, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est assez intéressant sur d'autres pays qui sont en fait dans le même, en fait, qui reposent sur la même infrastructure bancaire, c'est qu'ils vont avoir une appétence au risque un petit peu plus élevée. Donc en fait, voilà, ils vont être prêts à accepter certains use cases que la majorité des banques en France vous refuseraient. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu, Revolut en fait a commencé en Lituanie. Il y a également pas mal d'autres banques. La Belgique aussi était un petit peu plus flexible pendant longtemps. Wise était régulé en Belgique. TapTapSend a également sa licence en Belgique. Sendwave, il me semble que c'est pareil, pas mal pour pas mal de boîtes de transfert d'argent. Tous les mastodontes aussi, les RIA, Western et ainsi de suite. Donc en fait, même si d'un point de vue infrastructure, tous les pays se valent, chaque régulateur va être un petit peu différent. Donc en fait, en fonction du use case que vous allez vouloir faire, il vaut mieux aller dans certaines juridictions. Nous, finalement, on a fait le choix de partir en France parce qu'en fait, pour nous, c'était assez important d'avoir des IBAN français vu qu'on voulait adresser la diaspora. Beaucoup d'aides sociales, en fait, si vous n'avez pas un IBAN français, vous n'allez pas être éligible. Pareil pour certains paiements de salaire de l'État ou ainsi de suite. Donc nous, c'était un petit peu ça. Mais si vous avez un use case un petit peu plus international, que vous soyez en France ou en Bulgarie, c'est la même chose. Bonsoir à tous. J'avais juste une question, c'était par rapport, lorsque j'envoie de l'argent, imaginons j'envoie de l'argent au Bénin, la personne le récupère comment cet argent? Est-ce qu'elle doit forcément avoir, sachant qu'il y a beaucoup d'économies parallèles et très peu de personnes ont de compte en banque, est-ce que c'est un système par téléphone ou... Ouais, au Bénin, c'est avec MTN. Pardon? Au Bénin, c'est avec MTN.
MTN, d'accord. Ouais, exact. Enfin, ouais, oui, c'est bien ça. Oui, oui, c'est MTN. J'avais un doute. En fait, dans toute l'Afrique de l'Ouest, enfin, toute l'Afrique subsaharienne, on va faire des transferts sur mobile money. Donc, Orange, Free, MTN, Airtel, Vodacom, ainsi de suite. Et Afrique du Nord, en fait, Afrique du Nord, c'est très, très, très cash, beaucoup plus cash que l'Afrique subsaharienne. Donc, Afrique du Nord, en fait, on a des partenariats avec des points d'agence et eux, en fait, ils vont donner du cash. Donc, le bénéficiaire, il devra se rendre dans une agence avec un document d'identité et puis récupérer son argent. Mais typiquement, pour le Bénin, la personne, elle est dans son salon, elle va recevoir un SMS avec l'argent qui arrive. Comment vous voyez l'évolution des fintech actuellement En Afrique en Afrique et puis aussi en Europe? Est-ce que c'est un secteur très, très, très concurrentiel et comment ça se développe ici en Europe et aussi sur le continent africain? En Europe, en fait, pour moi, on a un taux de bancarisation qui est très élevé. C'est impossible de vivre en Europe sans compte bancaire. Donc la baseline, c'est sûr qu'elle a été atteinte. Maintenant, en Europe, on va plus être sur un niveau, un niveau d'innovation et d'optimisation. Par exemple, hier, j'étais à une conférence où il y avait Alex Bouaziz, le CEO de Deal, c'est une entreprise de payroll. Lui, typiquement, ce dont il parlait, c'est que ça serait intéressant, par exemple, que dans le futur, en Europe, au lieu de recevoir son salaire de manière mensuelle, on puisse choisir. Je reçois mon salaire de manière, de manière hebdomadaire, de manière journalière, ainsi de suite. En Europe, on a aussi vu, par exemple, l'émergence du BNPL, donc le Buy Now, Pay Later, donc pas mal d'autres services comme ça. Donc en Europe, je dirais qu'on est plus sur une partie innovation. Il y a également eu Revolut ou N26 qui sont venus avec toute la partie cross-border. Par contre, en Afrique, pour moi, l'objectif sur lequel on est actuellement, c'est plus encore d'atteindre une baseline. La baseline, ça va être les gens sont bancarisés, les gens peuvent faire des transactions internationales. Une fois qu'on sera à cette baseline, parce qu'en fait, excusez-moi, c'est aussi pour dire, l'élément que je disais tout à l'heure aussi, on a besoin des services financiers pour développer les économies parce que c'est ce qui va permettre aux gens de s'échanger des biens et des services contre de l'argent. Donc pour moi, en fait, en Afrique, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit sur l'émergence de beaucoup de licornes en Afrique. C'est souvent des fintechs parce qu'elles vont permettre de représenter le socle, l'infrastructure sur lequel en fait beaucoup d'autres entreprises vont ensuite venir se connecter pour développer leur business. Donc, ouais. Bonsoir. Oui, ma question c'était pour savoir si, par exemple, si on a un compte au Sénégal chez BHS, est-ce que c'est possible de faire un transfert de Monaco vers BHS, par exemple? Alors pour le moment, pas encore. On s'est vraiment concentré sur le mobile money parce qu'en fait, si on regarde les transferts moyens, généralement, on est à 100-200 euros. Et ensuite, le niveau d'inclusion bancaire au Sénégal, il me semble qu'il est autour de 25%. Donc voilà, 75% des gens, ils auront un Wave ou un Orange Money, mais pas de compte bancaire. Donc nous, pour le moment, on s'était dit, on cible la masse. Et ensuite, on va commencer à faire des intégrations supplémentaires. Merci. Comment Monaco gagne de l'argent? Nous, pour le moment, ça va être la vente de cartes actuelles. Ouais, ça va être la vente de cartes. Principalement, jusqu'à présent, notre source de revenus, c'est les gens qui viennent pour acheter une carte physique ou virtuelle. Et ensuite, ils se mettent à utiliser la carte. Donc la carte, effectivement, elle est gratuite à l'utilisation partout en Europe. Mais lorsque les gens font des paiements à l'étranger, par exemple, on a eu pas mal d'Algériens qui partaient en Arabie Saoudite. Ils utilisaient notre carte pour le Hajj ou l'Umrah. Et eux, voilà, typiquement, il y a 2% de commission sur le change. Nous, ensuite, on a les transferts d'argent vers l'Afrique qui arrivent. Et ensuite, ça va être tout type de transactions. Donc, par exemple, faire un retrait de cash, ça va être facturé 1,50. Si je recharge le compte bancaire à partir d'une autre carte bancaire, ça va être 1% du montant. Donc, voilà, ça va être ça les sources principales de revenus. Mais sincèrement, on est peut-être un poil plus cher que Revolut ou N26. Mais si vous regardez par rapport à toutes les banques traditionnelles, on sera meilleur marché. Salut Bilal. Question. Je ne sais pas si on a parlé de Y Combinator. Légèrement, ouais. Ah, ok. Moi j'avais une question sur déjà comment tu fais pour rentrer chez Y Combinator déjà, parce que c'est le plus grand incubateur au monde, il y a une concurrence énorme, etc. Première question, c'est ça. Deuxième question, c'est est-ce que Monaco ouvre des comptes pour les pros? Parce que je t'explique, nous, on galère avec les banques. On fait des investissements et les banques, déjà, dès qu'ils voient que c'est pour l'Afrique, déjà, ils te recalent. Et de deux, les banques traditionnelles sont très bureaucrates, donc en fait, tout prend énormément de temps. Donc, est-ce qu'une solution pour nous, ce serait d'ouvrir des comptes chez Monaco? Alors, ouais, avec plaisir, je vais répondre à la question des banques. Les banques, ça serait pour des gens qui sont basés en Europe ou en Afrique? C'est pour des SPV, okay. Des fonds, fonds d'investissement SPV, quoi. Très bien. Du coup, en Europe, hein. En Europe, ouais. Ok. Donc pour la première réponse par rapport à Y Combinator, donc d'abord c'est tout simple, il faut juste remplir un formulaire en ligne où il y a pas mal de questions.
faut bien s'appliquer par contre dans la manière dont on répond aux questions. Ils posent des questions qui sont assez spécifiques. Ils posent des questions très personnelles. Par exemple, quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie? Et ils te disent, il ne faut pas que ça soit un élément professionnel. Ils me posaient aussi une question, par exemple, décris-moi un jour où tu as compris les rouages d'un système et tu as réussi à contourner les règles. Donc en fait, il y a pas mal de questions un petit peu comme ça qui, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, sont hyper importantes parce que au quotidien, en fait, il faut trouver des solutions à des problèmes auxquels personne n'a jamais été confronté, peut-être. Donc, c'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question d'être malin, je pense. Donc, Y Combinator, voilà, on s'est beaucoup appliqué sur la manière dont on répond au formulaire. Et ensuite, il y a un entretien. L'entretien était vraiment challenging et c'était vraiment du tac au tac. En 10 minutes, je pense qu'ils ont dû nous poser peut-être 30 questions. Et c'est impossible de leur raconter des salades, on va dire. Vraiment, s'il y a la moindre hésitation, ils vont le sentir, ils vont voir est-ce que tu es à l'aise sur les chiffres, est-ce que tu connais le marché, est-ce que tu sais comment fonctionne la régulation, est-ce que tu sais quelle est l'offre de la compétition, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez toi, est-ce que tu as déjà discuté avec des potentiels clients, ainsi de suite. Et vraiment, tout ça en 10 minutes, c'est hyper rapide. Donc nous, c'était comme ça. Excusez-moi, aussi peut-être entre la partie formulaire et la partie entretien, il m'avait dit qu'il y avait 5. D'abord, il y a un algorithme qui va revoir toutes les réponses. Si l'algorithme est satisfaisant, il y a 5 personnes qui vont revoir les réponses. Si ça c'est bon, il y a les YC partners qui vont revoir. Et ensuite, à partir de là, tu as l'entretien. Donc ça, c'est le process. Et ensuite, donc, pour ta deuxième question, les SP. Pour le moment, nous, on fait que des comptes particuliers. D'ici quelques mois, on aura une offre pro, mais ça va être une offre pro, on va dire, limité, ça va plutôt être pour des freelances ou des petits entrepreneurs. Par contre, les SPV, ça, je me suis jamais renseigné, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'on est plus sur du investment banking, et je ne sais pas si les lois sont différentes. En fait, c'est un compte bancaire professionnel où tu as plusieurs actionnaires qui se mettent ensemble pour mettre un capital social. En gros, ça marche comme ça, hein. C'est pas très différent. Ok. Mais la question que j'ai, c'est aussi une autre question, c'est pourquoi les banques, dès qu'on parle d'Afrique, pourquoi ils ferment les comptes des gens de la diaspora, de 1, et pourquoi ils sont aussi frileux, et comment faire en fait Alors, c'est difficile de... Bon, pour être 100% transparent, je pense qu'on a une part de responsabilité. Moi, typiquement, quand je voyais les Africains qui venaient chez Moneco faire tout et n'importe quoi, sincèrement, si j'étais pas africain, j'aurais peut-être pu commencer à développer un biais raciste, où on se dit... non, sincèrement, c'est dur, mais certains faisaient vraiment n'importe quoi. Et tu te dis, si dans certaines banques, un banquier, je sais pas, qui a grandi en Bretagne ou je sais pas où, tout le monde est clean et il y a une typologie. Après, ça va pas être tout le monde, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va en avoir un qui va trouver la faille, il va ramener tous les copains, et ensuite, on fait facilement une généralité. Et les Africains sont solidaires. Exactement. Et nous, vraiment, c'est ce qui s'est passé avec... je vais pas citer les pays d'Afrique, mais à un moment, il y a eu un pays d'Afrique qu'on a dû interdire parce que... Ouais. Parce Quel que est ce pays? On dit rien, on dit rien. On dit rien. Ils savent. Ils sont là. Hein. Ouais, ils sont là. Hein. Ici, il y en a. Ils savent Exact. le nom même. Ben, typiquement, nous, ce pays-là, à un moment, nous a causé beaucoup de problèmes. Et en fait, la fraude, ça coûte très cher aussi à une banque. Parce qu'en fait, tu vas avoir des transactions, on va dire, exceptionnelles. Ces transactions sont facturées très cher. Donc déjà, il y a un coût du risque que pas toutes les banques sont prêtes à prendre. Nous, sincèrement, à un moment, on a bloqué ce pays parce que ça devenait trop compliqué. Ensuite, on a bien renforcé pas mal d'éléments sur l'entrée en relation. Mais ça, je pense qu'une banque standard, en fait, elle se dit, les Africains, c'est pas mon marché. J'ai pas besoin de renforcer mon système d'onboarding. Donc, en fait, c'est plus simple de les exclure pour moi. Donc, il y a ce premier élément où la cible est peut-être une minorité de la cible qui est visible et problématique. Donc, déjà, ça va être le premier problème. Donc, ensuite, si toi, t'as pas l'ensemble de la cible, tu vas commencer à généraliser. Le deuxième élément, selon moi aussi, qui fait la différence, les populations africaines sont moins rentables pour les banques. Par exemple, en Afrique francophone, la majorité de la diaspora en France, c'est beaucoup des communautés qui sont originaires de pays musulmans. Les pays musulmans, ce n'est pas des pays où on a la tradition du crédit. Et en fait, aujourd'hui, une banque retail en France ou en Europe, le cœur de son business, ça va être de faire des prêts. Je ne pourrais pas vous dire quel est le pourcentage de revenus que ça va représenter, mais ça va être en tout cas plus de 50%. Et en fait, monsieur tout le monde l'Africain, lui, il n'a pas grandi dans cette tradition, il va dépenser uniquement ce qu'il a. S'il a besoin d'argent, il va plutôt aller vers des proches, il va faire une tontine, ainsi de suite. Donc en fait, on se retrouve sur on va dire, si je vous montre la plus mauvaise picture, on se retrouve sur une population qui va être un petit peu plus risquée, qui risque de coûter cher et qui ensuite ne va pas consommer comme les autres. Donc en fait, ça va être plus simple de mettre des barrières à l'entrée et là ensuite on va essayer de se concentrer un peu plus sur la crème, on va dire. D'accord, très bien. Je veux savoir le pays, hein. Tu me le dis à l'oreille. Oh, oh,
Je suis malienne, je dis pas. Non, on dit ou on dit pas? On dit ou on dit pas? On dit ou dit pas? Je vais juste faire le geste. Alors c'est qui? Moi, j'ai rien dit en tout cas. Il a rien dit, J'ai c'est rien moi dit. qui l'ai dit, effectivement. Allez, autre question, je vous en prie, allez-y. Il y a 2 questions. Je vais aller... allez-y. Ouais, bien sûr. Donc en fait, ça va principalement être des arnaques sur Internet. Ils vont faire semblant de vendre des choses sur le bon coin, ils vont se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et moi, typique, imaginons j'ai François Dupont, et je vois François Dupont, il reçoit 10 virements au nom de Jean-Michel. Et donc je suis là, en fait, ça veut dire que François Dupont a fait croire à quelqu'un qui s'appelait Jean-Michel, il encaisse des fausses factures, il lui fait croire que je suis un proche de ta famille ou ci ou ça. Une fois que l'argent arrive sur le compte Monaco, il repart. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup. Ouais, ça va principalement être ça. Ça va être les arnaques sur Internet. On reçoit l'argent sur le compte et après l'argent, on le refait partir le plus vite possible. Oui. Bonsoir Bilal, merci pour ta présence. Je voulais savoir comment tu vois la structuration, l'arrivée des cryptos, la montée en puissance, tout ce qui est régularisation et l'intérêt des institutions justement sur ce domaine. Merci. C'est une très très bonne question. Nous, jusqu'à présent, en fait, on a eu beaucoup de problématiques parce qu'en fait, comment dire. En fait, alors peut-être pour vous expliquer, le problème en Afrique, on va dire que ça va plutôt être l'infrastructure ou l'accès à de la devise qui va permettre de faire du cross-platform. Le problème en Europe où on a accès à tout ce genre de choses, ça va être les régulations qui seront très strictes. Donc en fait, c'est un petit peu difficile. D'un côté, on a les lois, mais on n'a pas d'infra. De l'autre côté, on a une bonne infra, mais les lois ne vont pas dans le bon sens. Donc là, effectivement, le stablecoin, moi, je pense que ça va certainement être quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour les pays émergents. Et nous, en fait, typiquement, là, on a fait le choix de notre prochaine stack. On va beaucoup la baser sur du stablecoin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses aussi où nous-mêmes, on sait que ce que fait l'utilisateur, c'est totalement legit. Mais la banque, dans son process, elle va demander tant de justificatifs, elle va mettre un plafond qui sera à tel niveau, ainsi de suite. Et nous, des fois, on sait que c'est tout bon, mais on dit juste à l'utilisateur, désolé, on ne peut pas le faire. Donc nous, en fait, le stablecoin, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui va libérer beaucoup de pays émergents. Et également quelque chose qui me dérange beaucoup dans les systèmes financiers, c'est cette histoire de pays qui sont blacklistés ou qui sont sur liste grise. Donc là, par exemple, il y a certains pays qui vont décider que d'autres pays, c'est trop risqué de faire du business avec eux. Donc un pays, par exemple, pour lequel j'ai une attache particulière, je ne sais pas pourquoi, avec la RDC. Et la RDC est sur liste noire, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'envoyer de l'argent en RDC, mais encore plus compliqué de sortir de l'argent de RDC. Donc ça, je trouve que c'est totalement injuste parce qu'il y a plus, je crois que c'est la RDC, il me semble, c'est un peu plus de 100 millions de personnes. Donc il y a 100 millions de personnes qui vont subir les lois que peut-être que 10 personnes ont décidé qu'on allait le faire comme ça. Et ce qui me dérange le plus aussi, c'est qu'aujourd'hui, sans la RDC, il n'y aurait pas de téléphone, il n'y aurait pas de batterie, il n'y aurait pas de véhicule électrique, ainsi de suite. Donc d'un côté, on accepte de faire des affaires avec eux quand l'argent va dans un sens, mais d'un autre côté, ça, finalement, on n'a pas trop envie de vous laisser faire. Donc je pense que les stablecoins vont remettre un petit peu beaucoup de pays sur un pied d'égalité. Et en fait, là, on va vraiment arriver à un niveau où ça va être quel pays est le plus performant, lequel a une meilleure offre économique, et il y aura un petit peu moins des considérations, on va dire, un peu plus géopolitiques. Moi, du coup, j'aurais une question par rapport à tout ce qui est émergence des BRICS et de tout ce qui est système de paiement BRICS Pay. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre business ou pas? Alors, à court terme, non, mais à terme, certainement. J'imagine que vous avez dû voir, en fait, là, il y a toute une grosse remise en question sur le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est un héritage qu'on a depuis, je sais pas, peut-être 50, 60 ou même 70 ans. Aujourd'hui, c'est assez outdated. Ouais, il y a des virements SWIFT où ça peut toujours prendre 1 à 2 semaines. Et aussi, voilà, après, c'est les BRICS qui vont dire c'est que c'est les Américains qui ont la vue ensuite sur exactement tous les flux commerciaux, tout ce qui se passe dans le monde entier. Les BRICS, donc moi, je pense que je comprends en fait leur opinion de vouloir un petit peu se détacher du dollar. Donc je pense que vous pouvez être juste peut-être plus clair, les SWIFT, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est bien sûr. la possibilité de les faire SWIFT, le transfert. c'est un type de virement internationaux et en fait c'est un système c'est un vieux système qui existe depuis toujours où en fait ça va marcher avec du correspondant banking où en fait différentes banques vont pouvoir communiquer entre elles, mais par exemple si je sais pas, on a une banque en Afrique du Sud qui n'est pas connectée à la banque française directement,
son SWIFT à elle, il va devoir passer par peut-être 3-4 intermédiaires jusqu'à ce qu'elle arrive à la banque en France. Et c'est ce qui explique que ça peut prendre beaucoup de temps entre deux pays. Exact, et que ça coûte très cher parce que chaque banque va ajouter une petite couche, tandis qu'aujourd'hui, par exemple, sur du stablecoin, en fait, on a un accès direct à tous les wallets. Donc, qui que tu sois, où que tu sois. Donc si j'ai une crypto-monnaie, donc je peux directement envoyer en Afrique du Sud, peu importe, il n'y a pas d'intermédiaire en tout cas. Ouais, exactement, exactement. Et le transfert va être instantané, quasiment gratuit. Après, ça va dépendre des blockchains que vous utilisez. Mais oui, je pense qu'on va arriver là-dessus. Maintenant, on est vraiment, aux prémices de ce nouveau système. Donc, ça va être un petit peu difficile pour moi de dire comment est-ce que ça va impacter Monaco. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer beaucoup de choses. Alors, ça n'a rien à voir pour l'instant, mais c'est plutôt dans l'avenir. Vous disiez que vous alliez partir sur de l'investissement en fait, pour des maisons secondaires, etc. Je voulais savoir actuellement quels sont les volumes financiers que vous gérez. Parce que imaginons qu'on veuille faire un virement, je ne sais pas, 30, 40 000 euros. Est-ce que c'est géré par la plateforme actuellement et comment c'est géré? Parce que vous parliez tout à l'heure de centaines d'euros, mais le maximum, c'est quoi exactement? Ouais, exactement. Donc typiquement, ça c'est un use case très intéressant où en fait, ça va être très compliqué d'envoyer des gros volumes entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui. Par contre, entre l'Europe et les États-Unis ou d'autres géographies, il n'y a aucun problème. Donc là, typiquement, moi, c'est pour ça aussi où je pense que les stablecoins vont apporter pas mal de liberté et ça va aider à développer beaucoup de choses. Nous, malheureusement, non, sur les transferts vers l'Afrique, on est limité à 1 500 euros par mois pour le moment. D'accord. Mais au-delà de l'Afrique, par exemple, une personne ici peut envoyer 10 000 euros, 15 000 euros aux États-Unis via Monaco? En Europe, oui. En Europe, oui. États-Unis, pas encore, parce que nous, pour le moment, d'un point de vue infrastructure, on est on est uniquement relié au système SEPA, donc le réseau interbancaire. Mais en tout cas, en Europe, il est possible de s'envoyer. Oui. D'accord, très bien. Allez-y pour la... Oui, donc je voulais savoir, du coup, vous êtes implanté en RDC ou pas? On peut envoyer de l'argent en RDC avec Airtel, Vodacom et peut-être Africell. Non, en tout cas, Airtel, Vodacom, on les a, ouais. Et Orange, je crois. C'est ça les trois, en fait. Et du coup, comment le fait que le pays soit blacklisté se traduit en termes de difficultés Alors, pour les envois sur la RDC, voilà, nous, on a bien poussé pour le faire, mais typiquement, si demain, j'ai un Congolais qui veut venir ouvrir un compte chez Monaco, lui, je vais être obligé de lui demander des documents supplémentaires. Tandis qu'un Algérien, un Béninois, un Marocain ou un Sénégalais, le passeport suffira. Donc typiquement, lui, sur l'entrée en relation, ça serait un peu plus difficile. Et des fois, beaucoup de choses aussi, là, je ne parle pas de Monaco, mais je parle vraiment plus d'une vue macro. Par exemple, la RDC, c'est très compliqué de sortir de l'argent du pays, surtout si c'est des volumes importants, on va dire. Est-ce que, quand vous parlez de titre de séjour, donc on est d'accord, hein, c'est un titre de séjour du pays éventuellement d'origine? Non, du pays d'arrivée, de destination. D'accord, donc il faut forcément un titre de séjour français. Pour un Congolais, par exemple, oui. D'accord, donc si aujourd'hui, moi, je n'ai pas de papier, je ne pourrais pas ouvrir de compte chez Monaco. Si tu es congolaise, malheureusement pas. Si je suis venue en France juste pour un voyage, voilà, j'ai un visa, est-ce que je pourrais ouvrir un compte chez Monaco? Alors, tu peux... À un moment, ça va bloquer peut-être. En fait, pour le moment, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Malheureusement, depuis 2-3 jours, on a des petits imprévus. En fait, malheureusement, j'aimerais trop tout vous dire, mais je peux pas, je pense. Mais depuis 2-3 jours, en fait, on a dû mettre un petit peu en pause les ouvertures de compte parce qu'il y a eu quelques questions, on va dire, politiques entre la France et quelques pays d'Afrique. Nous, on est en plein dedans. Du coup, on a dû mettre en fait les entrées en relation en pause. On est en train de changer quelques éléments. Et là, en fait, on est aussi en train de... C'est pour ça qu'on parle aussi du stablecoin. On est en train aussi gentiment de switcher, passer sur d'autres écosystèmes où on aura un peu plus de liberté. Donc, vous le constatez, la politique interfère énormément dans les fintechs? En tout cas, oui. Chez nous, du jour au lendemain, j'ai eu un coup de fil. On m'a dit, on n'ouvre plus de compte. Ouais. Donc ça, malheureusement, j'étais super déçu. C'est depuis mardi matin. Je me sentais super nul d'ailleurs de venir vous parler aujourd'hui dans cette situation. Mais ouais, donc depuis mardi matin, on ne peut plus ouvrir de compte. Là, il va falloir qu'on fasse quelques éléments de remédiation et ensuite ça va revenir. Ouais. D'accord. En tout cas, le message est passé. Prochaine levée de fonds? On vient de commencer en fait. Donc là, on vient de commencer notre seed round. L'objectif, ça serait de lever 3 millions. Sur les 3 millions, il y a déjà à peu près 400 à 500 000 qui ont été reçus. Et là, on commence justement les processus de due diligence avec pas mal de fonds d'investissement. D'accord. Donc ça veut dire que là, vous êtes en pleine levée de exact. fonds. Depuis la semaine dernière, on est en plein dedans. Ouais. Très bien. Oui, bien sûr. On a déjà eu
des réseaux de business angels qui ont investi, notamment un réseau du Nigeria, parce que le Nigeria, ils sont pas mal en avance sur les fintech par rapport au reste de l'Afrique. Eux, ils ont beaucoup aimé ce qu'on faisait, puis on va dire qu'on répliquait un petit peu des modèles qui ont fonctionné au Nigeria, mais plutôt sur l'Afrique francophone. Et on a également eu des groupes de business angels de Silicon Valley. Donc, ouais, Repat, en tout cas, si ça pourrait vous intéresser, clairement, c'est faisable. Il faudra qu'on en discute. Ouais. Y a-t-il un ticket minimum, par exemple? Oui, il y a un ticket minimum, mais là, avec ce que tu m'as dit, c'est bon. Ouais. Ça se trouve, il y a des gens qui ont les moyens. Quel est le ticket minimum? Attention, le ticket minimum. Oui. Oui, normalement, pour les business angels, c'est 25. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si une personne aujourd'hui a 25 000 euros, peut investir... Elle peut venir investir en direct. Elle aura son nom sur la cap table. Elle recevra des monthly updates. Elle verra exactement où est-ce qu'on en est, quels sont nos challenges, où est-ce qu'on veut aller. Et pour nous aussi, l'objectif avec les business angels, c'est qu'ils apportent de la valeur. Typiquement, actuellement, on a un banquier d'origine algérienne en Suisse qui a un très bon réseau, qui connaît beaucoup de monde. Voilà, chaque mois, il nous aide beaucoup sur plein de choses. Donc oui, nous, c'est ce qu'on recherche le plus avec les business angels. Ouais. Très bien, donc on a pas mal de gens qui ont les poches bien pleines ici. Alors, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'investir dans Moneco? Pourquoi investir chez Moneco? Pourquoi mettre 100 000 euros, 200 000 euros dans Moneco? Bien sûr. Moi, ma vision des choses, en tout cas par rapport au futur du développement de l'Afrique, c'est vraiment ça notre objectif. C'est comment est-ce qu'on peut contribuer au développement de l'Afrique. Et je pense d'ailleurs, je pense que c'est également la vision de beaucoup d'entre vous, sinon vous ne seriez pas ici, c'est que la diaspora a un grand rôle à jouer sur le développement de l'Afrique. Déjà, si on regarde sur des éléments très très concrets, juste sur les envois d'argent vers l'Afrique, aujourd'hui, les envois d'argent vers l'Afrique, c'est la source de la diaspora, c'est la source principale de capital. Un pays comme la Somalie, par exemple, 25% du PIB somalien, c'est les Somaliens à l'étranger. Le Sénégal, on est à 10%. Même des économies qui sont un petit peu plus développées comme le Maroc, 10% du PIB marocain, ça vient des Marocains qui envoient de l'argent depuis l'étranger. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très concret où les envois d'argent aide les pays à se développer. Les autres éléments sur lesquels, donc premier objectif déjà pour moi, ça va être comment est-ce qu'on peut envoyer plus d'argent vers l'Afrique et les aider à se développer. Le deuxième élément qui est très très intéressant aussi que peu de gens savent, c'est qu'en fait la manière dont la diaspora aide l'Afrique est la manière la plus optimisée. Aujourd'hui par exemple, si vous regardez la fondation Bill et Melinda Gates ou d'autres, entre le moment où l'argent est sur leur compte et le moment où il arrive chez un Africain par exemple pour une aide, chez un agriculteur, un fermier ou quoi que ce soit, vous allez avoir en moyenne 15% de l'argent qui sera perdu et l'argent va mettre beaucoup de temps à se déplacer. Lorsque c'est de la diaspora, l'argent arrive immédiatement à la bonne cible. On sait que l'argent va bien être utilisé, on sait qu'il n'y a pas forcément une arnaque derrière, ainsi de suite. Donc... D'accord, et pourquoi pas pour Bill et Melinda? Pardon? Pourquoi pas pour Bill et Melinda, les 15% partout? Les 15% vont partir que eux, en fait, ils vont faire un gros envoi. D'accord. Et ensuite, cet envoi, il va être séparé en plein de petits morceaux. Et en fait, il va y avoir plein de procédures. Mais voilà, si demain Bill et Melinda Gates, par exemple, étaient capables de passer par un opérateur de transfert d'argent et qu'en fait, ils faisaient, au lieu de faire un gros virement qui est vers l'Afrique, ils en faisaient, je sais pas, 3-4 000, on aurait le même niveau d'optimisation. Mais eux, ensuite, Bill et Melinda Gates, ils ne peuvent pas savoir qui a le plus besoin d'argent, combien est-ce qu'il a besoin, ainsi de suite. Donc, ils vont avoir des process, il va y avoir beaucoup de gens. Il y a aussi toute cette perte qui est là. Donc, pour gérer cet argent, il va falloir beaucoup de gens. Tandis que nous, voilà, tu as ton cousin qui est en Afrique, il te dit je veux monter tel business, j'y crois pas, tu lui dis ok, alors je veux t'envoyer tant. Par contre, ensuite, je veux vérifier que tu fais vraiment bien ça avec l'argent, ainsi de suite. Donc en fait, la diaspora, déjà, c'est la première source de capital, c'est la source qui envoie le capital de manière le plus optimisée d'un point de vue route. Et ensuite, il y a aussi un vrai suivi qui est derrière. Donc ça, c'est déjà le premier avantage, vraiment uniquement d'un point de vue capital. Pour vous, en gros, en tant que membre de la diaspora, il est normal qu'on contrôle la façon d'envoyer de l'argent à nos parents restés au pays ou à nos... C'est ça en fait. Alors pas forcément contrôler. Quand je dis contrôler, c'est-à-dire que parce que la question elle est très claire. Hein. Pourquoi dire à ces personnes-là ici présentes d'investir dans Moneco? Investir dans Moneco, c'est aussi se dire, bah voilà, on envoie de l'argent, c'est la diaspora qui envoie de l'argent, donc à nous de contrôler, en tout cas les entreprises qui font ce transfert d'argent-là. Exactement, il y a ça. L'autre élément aussi, moi je pense où ça pourrait être intéressant. Malheureusement, beaucoup de fintech qui ont été très fortes, enfin, je pense notamment à Sendwave et TapTapSend, les deux, c'est des entreprises américaines au final. Et je trouve un petit peu dommage en fait que c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi post-colonisation. Beaucoup d'entreprises françaises ont gardé des très très gros contrats en Afrique. Ça, moi aussi, quand j'étais au Boston Consulting Group, je l'ai vu dans beaucoup de pays. Les Français ont toujours... et moi, étant de Suisse aussi, j'ai peut-être un regard un peu plus critique là-dessus, mais les Français ont toujours beaucoup d'intérêt en Afrique et maintenant les solutions digitales, en fait n'importe qui peut développer une solution digitale, donc moi personnellement je trouverais cool aussi que d'une certaine manière les Africains aient un petit peu de, comment on dit, sovereignty,
Souveraineté, merci, ouais, désolé. Qu'ils aient plus de souveraineté sur ce qui se développe. Et après, également, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui investissent dans le projet, c'est aussi eux qui sont connectés à la diaspora, qui sont connectés aux vrais problèmes et qui peuvent donner une direction comment est-ce que l'entreprise doit se développer. Par exemple, dans 2 ans, est-ce que ça serait plus intéressant, par exemple, je sais pas, qu'on fasse des tontines ou qu'on fasse des transferts, qu'on fasse de l'immobilier en Afrique. Donc ça, c'est des choses où les gens pourraient dire, ça, je pense que c'est plus urgent, ça, c'est les plus. Donc, ouais. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, mesdames et messieurs. On peut vous applaudir énormément. Merci beaucoup pour cette grande transparence et d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, merci.